Mali et ses autorités de la transition, alors que le pays venait d'être mis sous embargo économique et financier, notamment par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans une conversation téléphonique entre le chef de l'État ivoirien et l'ancien Premier ministre d'alors, Boubou Cissé, connu comme un autre pion occidental qui visiblement était préparé pour prendre le pouvoir après Ibrahim Boubacar Keïta et continuer d'entretenir les intérêts occidentaux au Mali. Intercepté par les services secrets, Alassane Dramane Ouattara se laissait convaincre de ce que le nouveau pouvoir malien n'allait pas dans cet échange, n'allait pas s'en sortir dans cet échange. Alassane Dramane Ouattara dénigrait également le Mali. Il affirmait que les autorités de la transition au Mali sont des idiots et complétant que la Russie, qui soutient militairement et économiquement le pays depuis la brouille avec les Occidentaux, donc les Français, est la 11e puissance économique aujourd'hui. Ce n'est pas la Russie qui peut régler leurs problèmes, c'est des naïfs, c'est des ignorants, avait-il conclu. Le chef de l'État ivoirien pensait alors à l'époque que la Russie ne peut pas aider les autorités, ne peut pas aider en dehors de leur faire donc des promesses, envoyer des biens matériels. Pourtant, ces prédictions ont finalement été que de mauvais rêves d'un mercenaire occidental en Afrique. Ouattara n'aura donc certainement pas digéré de voir le Mali tenir la bague malgré toutes les difficultés infligées au peuple à travers des sanctions illégitimes dont il fut d'ailleurs l'un des artificiers à la CEDEAO. Il fallait bien trouver des stratagèmes, des stratégies pour faire tomber le régime de Bamako qui continue donc de donner des sueurs froides à ses maîtres français. Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara est donc finalement le premier ennemi de cette révolution mise en place du côté de Bamako? On en parle dans un instant dans le cadre de cette édition du débat panafricain. Et puis un sujet en cachant un autre, puisque l'actualité au Mali est donc clairement liée à ces enjeux au cœur du Sahel, évoquant donc l'échec de l'opération Barkhane. Pourquoi la France tient-elle clairement à se maintenir du côté du Sahel? L'interrogation sera davantage au cœur et au centre de cette autre édition du débat panafricain, alors que du côté de la France, les langues se lient et se délient désormais pour tenter de présenter la face hideuse de la politique française sur le continent africain. C'est donc un collectif d'une quarantaine d'associations et d'universités qui vient de publier donc une tribune dans le journal Le Monde qui appelle désormais le président Emmanuel Macron à refonder clairement la politique française au Sahel. Un enjeu majeur d'ailleurs pour la France en raison de son investissement militaire et diplomatique depuis presque une décennie, mais qui a déjà montré quasiment ses limites. Jean-Pierre Olivier de Sardan, l'anthropologue, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, a d'ailleurs commis effectivement une vitrine cette semaine où ce dernier présentait clairement l'échec de l'opération Barkhane du côté de la France, mais bien plus de toute la politique française au cœur du Sahel. Et donc pour lui, si la France voudrait clairement rester en vie, en lice dans ses enjeux géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques, il faudra clairement repenser sa politique, mais surtout tenter de revenir sur ses positions au cœur donc de ces enjeux de l'heure. On en parle donc avec nos invités dans le cadre de ce débat panafricain. Asseyez-vous confortablement. Le débat, c'est dans un instant. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy editing. Avec les menus, ni Bible, ni armes, nous venons avec le magistère de la parole si fièrement reçu par vous, très chers téléspectateurs, vous donner toute la quintessence de l'information telle que vécue tout le long de cette semaine. Sous le prisme donc du panafricanisme, ils seront autour de moi pour nous permettre de voir un peu plus clair dans le labyrinthe de ces deux sujets d'actualité que nous allons très clairement contourner dans le cadre de cet exercice. L'occasion pour moi de saluer monsieur fidèle téléspectateur de ce programme, monsieur Bouanga Eboula Simon, qui nous suit très religieusement quelque part sur le continent africain. La parole donc à nos invités qui sont avec nous en plateau, l'un des plus anciens effectivement dans cette longue marche du panafricanisme, surtout celui du XXIe siècle, qui incarne clairement la volonté, les déshydratats des peuples africains, épris de souveraineté, de liberté, mais surtout qui veulent désormais aussi s'affirmer au concert des nations. J'ai nommé Dr Basilikine qui est également
avec nous. Merci infiniment, papa, comme j'aime bien vous appeler, de nous accompagner une fois encore à cette édition du débat panafricain. Bonjour. Eh bien, je le fais vraiment avec plaisir, parce que se retrouver là et débattre des problèmes et de l'avenir de l'Afrique, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment où le monde est en train de se refonder et qu'il faut absolument que l'Afrique trouve sa place, à la bonne place, à la tribune du monde. Et vous aimez donc bien, vous avez bien le dire, les Occidentaux veulent le monde sans les Africains, mais nous, Africains, nous voulons le monde avec les Africains. Merci à vous, docteur Bassiliken. Alors, docteur Bekima, lui également, qui nous retrouve entre deux avions, c'est un réel plaisir que de vous savoir sur ce plateau central. Vous êtes géostratège. Merci infiniment, docteur, de nous retrouver ce matin. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fabrice Ndoum. Je suis très, très heureux d'être là, une fois de plus en présentiel dans ces magnifiques studios d'Afrique Média. Je profite pour saluer un fan club presque informel. J'étais hier à Makemba et j'ai vu des fanatiques d'Afrique Média, monsieur Moussombo, un autre gars qui s'appelle Danger, et ils m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations et qu'ils aimeraient bien former un club Afrique Média formel. Ma deuxième salutation va vers le très grand gouvernement du Mali, c'est-à-dire je leur renouvelle mon soutien sans réserve et vraiment il est rare de trouver ensemble un gouvernement aussi compétent. Peut-être le gouvernement le plus compétent dans le monde à l'heure qu'il est. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous et vous saviez d'ailleurs mieux que quiconque les enjeux autour de ce fait d'actualité lorsque vous évoquez donc clairement la gouvernance à l'heure actuelle donc du côté de Bamako. Et bien le troisième qui est avec nous sur ce plateau, un habitué de ce rituel sur la télévision panafricaine, et bien c'est donc l'un des habitués, on va le dire clairement autour de ce programme, qui est d'ailleurs très avisé dans ses lectures politique, qui ne ménage aucun effort lorsqu'il s'agit clairement de dénoncer les uns et les autres autour de leur gestion, qu'elle soit chaotique ou alors qu'elle soit appréciable sur le continent panafricain. Merci infiniment que de nous retrouver Bertrand Tatinda ce matin. Bonjour. Bonjour Fabrice, je suis très content d'être là. Bonjour à tous ces milliards de téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour au docteur Bekima. Nous sommes contents de l'accueillir sur Douala. Il ne ménage aucun effort de venir tout le temps au-delà de rendre visite à sa famille, de nous rendre visite et de participer à notre combat, à notre lutte. Soyez, sentez-vous salués. Vous êtes vraiment une fierté pour ce continent. Bonjour au doyen monsieur Bassiliken. C'est eux qui m'ont inspiré dans ce combat. Plus de 10 ans de lutte, toujours là, toujours présent, en dépit de ses nombreuses occupations. Que Dieu vous bénisse, papa. En plus, vous êtes formateur des polytechniciens camerounais. C'est une école d'ingénierie de très très haut niveau. Former ce que je peux appeler la matière grise de demain. Fabrice, laissez-moi souhaiter des félicitations et un grand bravo à l'armée du Cameroun. Nous sommes fiers des prestations de l'armée du Cameroun et de tout ce qu'elle fait. Une grande victoire, un grand coup a été marqué à l'encontre de ceux qui ont symbolisé la cruauté et la criminalité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Un certain Leke Olivier Fonganou, qui avait mis sur pied une bande criminelle appelée les Red Dragons. Monsieur Leke Olivier Fongounet. Ça reste flou pour l'instant. Certains expliquent que c'est un ancien de l'armée du Cameroun. D'autres disent non, que c'est quelqu'un qui a essayé d'intégrer l'armée du Cameroun. Mais il n'y a pas réussi. Il a certes passé les tests physiques, il n'a pas honoré au test écrit. Donc il n'a jamais intégré véritablement l'armée du Cameroun. Il n'a jamais eu un matricule dans l'armée du Cameroun. L'armée du Cameroun clarifiera. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ce monsieur n'existe plus. Mais quand moi, l'armée a sorti le communiqué et les preuves, j'étais très content et j'ai eu un peu d'amertume. Parce qu'il a symbolisé la cruauté, la criminalité, la crapulerie et les assassinats.
Il a le palmarès sans doute le plus élevé de cette histoire. Vous vous souvenez des chefs traditionnels dans le Labialem qui avaient été sauvagement assassinés? Tout à fait. C'est lui, ce sont ces hommes. Vous vous souvenez dans le Labialem des fonctionnaires camerounais qui avaient été sauvagement assassinés? C'est lui, ce sont ces hommes. Des enseignants qui vont être enterrés vivants? C'est lui, ce sont ces hommes. Des enfants qui vont être fusillés. Des décharges de AK-47 sur des enfants de 7, 8, 9, 10, 11 ans. C'est lui, ce sont ces hommes. Des gendarmes militaires amputés du bras. Je veux personnellement voir une vidéo comment il va faire subir le martyre à un enfant du bataillon d'intervention rapide. Ouais, on s'en souvient. La fierté de cet enfant, c'est qu'il va accepter être dépecé. Ouais. Il ne va jamais faire couler les larmes. Ouais. Vous imaginez le courage? Il ne va jamais accepter de faire couler les larmes devant ce monsieur. Oui, l'armée n'a pas eu d'autre choix que de neutraliser sans doute celui qui va incarner la plus grande cruauté de cette histoire. Avec un vigile. Il paraît qu'il avait un sentinelle, un vigile. Mais ce qui fait rire, c'est que ceux qui ont acheté par procuration son combat, c'est-à-dire qu'ils le soutenaient en refusant de donner l'impression qu'ils le soutiennent, expliquent aujourd'hui que non, oui, vraiment, ça va radicaliser les enfants dans le nozo, et puis ça fait de lui un martyr. Pourquoi on expose son corps? Pourquoi on expose son corps? C'est les mêmes qui nous expliquaient que l'armée va jamais arriver à bout de ces gens. L'armée va jamais pacifier le nozo. Qu'est-ce qu'il faut? Très récemment, d'ailleurs, vous êtes revenu sur ce fait d'actualité et vous avez d'ailleurs déclaré que très bientôt il sera pris en tenaille par l'armée camerounaise, puisque on en avait déjà assez de ces crapuleries, mais encore à Mondo Vision, c'est-à-dire qui se vantait même effectivement à un moment donné d'être quasiment, on va dire, intouchable. Intouchable. Et il expliquait que l'armée allait jamais arriver à bout de ça, parce qu'ils exigeaient du président Biya un grand dialogue politique avec ce monsieur. Avec ce monsieur. Et un certain nombre d'autres partenaires cachés sur ceux qui se présentent comme étant nos amis le jour. Cachés chez ceux qui se présentent, qui nous donnent des leçons, et qui agitent les chiffonneries que nous appelons la société civile. Aujourd'hui, non seulement l'armée a pacifié cette région, certes, oui, il y a encore des éléments épars qui commettent quelques crimes. L'armée imposait la paix. Les enfants sont allés à l'école. Les examens de fin d'année se sont tenus partout. Même dans le plus très fond des districts du Nord-Ouest et du Nozo. Les examens se sont tenus. J'aurais aimé que ce monsieur passât à notre cour martiale. Devant nos magistrats militaires. Ouais. J'aurais aimé. Mais le ratissage continue. Les mouvements du président dans le haut commandement militaire indiquent la vision du président dans cette histoire. Parce que nous, au nouveau mouvement populaire, nous avons toujours assumé le fait que c'est la force militaire qui va d'abord pacifier cette histoire. Parce qu'on ne fait pas la politique comme ça. Si ce monsieur voulait être acteur politique, qu'il vienne sur Afrique Média, débat contre débat, idée contre idée. La politique s'accommode mal des âmes. On ne tue pas au nom de la politique. On n'éventre pas au nom de la politique. On n'égorge pas au nom de la politique. Donc le président de la République qui lui a prêté serment en expliquant que ce qui est le plus cher dans ce pays, son intégrité nationale, je ne faillirai point, le président le dit, devant la représentation nationale. Je veux assumer et je veux pouvoir, j'aurai les moyens, je vais assumer la sécurité des biens et des personnes. L'armée du Cameroun a réussi à neutraliser ce monsieur. Il y a un autre qui se fait appeler Nopiti. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce monsieur? Qu'il a encore quelques heures pour se rendre dans les DDR. Parce que même en dépit du niveau de cruauté de ce monsieur, de son palmarès que je vous ai donné, mais le président et le haut commandement militaire ne cessaient de lui demander, monsieur, intégrer les DDR. Tout à fait. Cette décision du président de DDR nous a fait mal, nous a agacé, nous a fait mal. Mais on comprend le patriarche, il tend la main. Lui, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Il règle les problèmes avec des informations,
un niveau de réflexion, une gestion politique, une forme de responsabilité pour moi. Bertrand Tatsinda, je n'ai pas. Ouais. Mais nous saluons l'armée du Cameroun. Ce qu'il faut aussi saluer dans cette victoire, c'est que de son retour du Nigeria, parce qu'il a disparu 8 mois, blessé par les éléments de l'armée du Cameroun, il a été exfiltré au Nigeria. Il y est allé se soigner, il y est revenu. C'est la population du Labialem, des informateurs qui ont informé l'armée du Cameroun, qui ont collaboré avec les éléments du bataillon d'intervention rapide. Donc, elle a juré, un lieutenant-colonel expliquait encore, devant la dépouille de ce monsieur, que personne n'est invincible. Ils n'ont pas d'autre choix que de déposer les armes, ou l'armée les désarmera de force. D'accord. Bravo à l'armée du Cameroun. Nous n'avons jamais douté de vous, très chers militaires. Ensemble. Merci à vous, Bertrand Tatsinda. On va compléter donc le panel cet après-midi avec le dernier donc, des panélistes qui nous... Explorer l'univers et ainsi s'accomplir, hein, c'est son destin et bien ça va être votre histoire de la semaine. Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, il y a fort longtemps dans une galaxie, dans des galaxies très très lointaines. Je vous parle du télescope spatial James Webb qui n'en finit plus de nous envoyer des images plus fascinantes les unes que les autres. Alors, on ne sait pas toujours ce qu'on regarde, mais les scientifiques sont là pour nous dire qu'ils auraient déjà détecté la plus ancienne galaxie à ce jour, quelques 220 millions d'années après le Big Bang. Mais ce soir, j'ai surtout envie de vous parler de celui par qui le miracle est arrivé. Il s'appelle Gregory Robinson. Il a 62 ans. Il est parti à la retraite il y a quelques jours. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour la NASA, ça veut dire beaucoup. Parce que M. Robinson est celui qui a dirigé et même sauvé le programme James Webb. Aussi parce que le parcours de cet homme très discret est tout simplement exemplaire. C'est d'abord l'histoire d'un gamin noir qui grandit en Virginie au début des années 60. Une famille nombreuse, 11 enfants, modeste, les parents sont métayers. C'est encore l'époque de la ségrégation et le jeune Robinson va étudier un peu comme il peut dans des écoles à part. N'empêche qu'il va rencontrer des profs formidables et qu'il découvre les mathématiques. Ça le passionne. À force d'acharnement, il entre à l'université, puis ce sera le monde de l'entreprise et une place à la NASA en 1989. La trajectoire est déjà inespérée. Et ainsi, Greg Robinson fait son petit bonhomme de chemin, quelques postes à responsabilité, mais sans jamais se mettre en avant. Ce n'est pas le genre de la maison. Jusqu'au jour où ses supérieurs le convoquent. Allô Houston, on a un problème, un gros problème. La NASA s'est lancée dans un programme très ambitieux, un peu fou, de super télescope spatial. Sauf que pour l'instant, le programme est un fiasco. Beaucoup trop de retard, d'argent dépensé, c'est la panique. Or, M. Robinson est plutôt du genre très calme. Il est compétent, facile d'accès et surtout, il est très calme. Oui, mais on dirait un peu un cadeau empoisonné comme ça, non? Alors, il va dire non une première fois, il va dire non une deuxième fois, toujours très poliment, mais c'est surtout parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Alors, il va finir par accepter et le voici seul noir, au milieu de tous ses patrons blancs, à la tête d'un projet à 10 milliards de dollars, une équipe de 10 000 personnes réparties dans 29 États et 14 pays différents. C'est ce qu'on appelle une usine à gaz. Des ingénieurs, des techniciens qui sont un peu à bout de souffle, épuisés. Monsieur Robinson sait leur parler, comme il connaît aussi le langage des politiques qu'il faut un peu calmer. Le nouveau directeur a surtout une obsession, c'est l'erreur humaine. Et pour la combattre, il va mettre encore plus d'humains. Oui, il va additionner les cerveaux, les regards extérieurs, mettre du lien, vérifier chaque étape. Pour vous donner un repère, une mission d'atterrissage sur la planète Mars contient potentiellement 70 points de défaillance. C'est ce que disent les ingénieurs. Pour le télescope spatial, c'est plus de 300. C'est dire le défi inouï. À la suite, on la connaît puisque ça a marché. Vous vous demandez peut-être comment a réagi Gregory Robinson quand on lui a transmis les toutes premières images. Fidèle à sa réputation, il s'est contenté d'un soupir de soulagement et d'un grand sourire. Et puis, c'est tout. Le plus bel hommage, il vient sans doute de ce journaliste du Wall Street Journal. Il écrit « Nous pensons souvent à Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, quand nous évoquons les plus grands triomphes de la NASA. Nous devrions également penser à Greg Robinson. » Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas pour votre histoire de la semaine. Alors, ça ne sera pas des photos de l'espace dont on va parler maintenant, non, ce sont vos photos de la Terre, de l'humanité même. Et